L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Dov Alfond. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, grand reporter, le correspondant ici à Paris du quotidien israélien de gauche Haaretz, dont vous avez longtemps été rédacteur en chef. C'est exact, oui. Votre premier roman, Unité 8200, best-seller en Israël, bientôt porté, je crois, à l'écran, sort demain en France, dans sa version, dans la langue de Molière. Dov Alfond, je voulais partager avec vous, j'imagine que vous l'avez déjà lu, ces quelques mots qu'on retrouve ce matin dans votre journal, Haaretz. Si Netanyahou survit, il serait temps pour nous de l'admettre, Israël est devenu une dictature. Vous partagez cette analyse? Alors, j'adore mon journal et j'adore le rédacteur en chef, mais c'est un journal qui pousse à la pensée, qui pousse à la réflexion. Donc, je ne peux pas dire que l'on est au bord de la dictature, mais on est au bord d'une de ces démocraties populistes. Et donc, je pense que le public israélien comprend maintenant cela. Netanyahou est une forme de boulangisme, d'un populisme français peut-être du 19e siècle. Mais il a inventé cela avec des techniques et de la technologie du 21e siècle. Il a tout fait, tous les coups bas possibles pour gagner ces élections. Et il les a gagnés, en fin de compte. C'est vrai que c'est un ex-aequo avec l'Union de Centre, mais c'est lui qui va former ce gouvernement. Voilà, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, à cause du système électoral israélien, le vainqueur n'est que celui qui parvient à former une coalition. Exactement, c'est comme la 4e République française, donc on est dans une impasse. Benny Gantz a fait un exploit extraordinaire, un parti qu'il a fondé il y a 4 mois et parvient ex aequo avec le Likoud de Netanyahou, mais il n'aura jamais les partenaires, coalitions, tellement fidèles à Netanyahou, les ultra-orthodoxes, l'ultra-droite bien sûr, l'extrême-droite israélienne. Donc je pense que l'on peut déclarer déjà qu'il y aura un 5e mandat Netanyahou, qu'il va former son gouvernement. Ce ne sera pas un gouvernement tellement différent du précédent. Il va avoir, selon mes calculs, une coalition de 65 sur 120 députés. Il en avait 64. Comme disait Voltaire, que de bruit pour une omelette. Benny Gantz aura au moins réussi effectivement à cette ascension fulgurante, nouveau venu sur la scène politique. On aurait pu penser au début qu'il était plutôt un objet médiatique et finalement il faudra compter avec lui dans les années à venir. Absolument, il a prouvé un leadership extraordinaire, il est resté calme sous des coups bas, des attaques. On parlait d'unité 8200, on a sorti des enregistrements, des pseudo-enregistrements contre lui, des coups atroces. Il est resté digne et il a mené, en fin de compte, son parti à un résultat extraordinaire de 30 mandats. Il fera, je pense, un homme d'opposition redoutable et il reviendra, j'en suis sûr. Un homme d'opposition et la gauche israélienne, selon les projections, 6 sièges pour le Parti travailliste. Alors c'est un effondrement, hein, c'est un effondrement du Parti travailliste, peut-être même de l'idéal socialiste que l'État d'Israël. En fin de compte, les pionniers, c'est ça qu'ils voulaient, les kibbutzim, un socialisme aidant, ça n'existe plus. C'est clair, c'est maintenant un capitalisme effréné à droite ou une sorte de démocratie sociale, comme, disons, l'Allemagne, pour l'opposition. Mais l'idéal socialiste, face à ces résultats du Parti socialiste, résultats inimaginables, 6 mandats alors qu'ils avaient 40 pendant de longues années, c'est donc effectivement la fin de ce rêve. L'idéal n'a plus personne pour le représenter ou il n'est plus partagé par les Israéliens? Je pense qu'Israël est sous 2 influences. L'influence américaine, puisque c'est la Startup Nation, vous en parliez dans un reportage avant. Donc c'est vraiment ce rêve de fonder sa propre compagnie. C'est donc un rêve capitaliste en fin de compte. Qui a sa part sombre avec des inégalités croissantes dans le pays. Exactement. Et donc il y a des pauvres, le fossé devient de plus en plus large. Ça c'est sûr. Et la deuxième influence, c'est bien sûr la religion. Comme dans d'autres, malheureusement, démocraties, entre autres l'Europe de l'Est, c'est très différent. Ce sont des ultra-orthodoxes juifs avec une démographie galopante. Et donc, on le voit, ils ont progressé, eux, de 10%. Ils continueront de progresser, c'est fatal. Et ce sont les partenaires tout à fait naturels du populisme de droite de Netanyahou. Et les intellectuels israéliens qui ont largement été marqués à gauche, eux aussi, ils ont disparu? Ils n'ont pas disparu. Je pense que leur voix a été entendue, puisque eux ont tendance à être un parti gauchiste, à gauche des travaillistes. Meretz, qui fait un très beau résultat.
puisque contre toutes les données, tous les sondages, ils ont même augmenté leur nombre de sièges. Et donc, je pense que cette voix est toujours vibrante et résonante, mais face, effectivement, à ce galop de chevaux effrénés, du racisme, on pourrait dire presque, d'un populisme certainement très effrayant, c'est effectivement plutôt cette droite populiste et anti-intellectuelle qui a gagné les élections. Alors Benyamin Netanyahou va a priori être celui qui sera invité à former une coalition, probablement, vous l'avez rappelé, la même que celle qui vient de finir son mandat, avec toutefois une épée de Damoclès sur sa tête. Il a changé le calendrier électoral pour avancer ces élections, pour éviter une éventuelle mise en examen pour plusieurs affaires de corruption, mais voilà, les affaires sont toujours en suspens. C'est ça le nœud de l'affaire, en fait. C'est le cœur de l'affaire. Il avait voulu ces élections anticipées pour essayer d'éviter ce procès qui peut lui être bien sûr fatal. Et donc là, il échoue. À mon sens, cette coalition, qui est la même presque que la dernière, ne lui permettra pas de faire passer une loi l'exemptant de procès. Il voulait ce qu'il appelle la loi française. Ce n'est pas un compliment pour la République française, comme quoi une loi qui lui permettrait le chef de l'État est intouchable tant que son mandat n'est pas terminé. C'est pour cela tout ce cirque, toute cette omelette. Et maintenant, il se trouve à une coalition restreinte. 2 des partenaires sont contre cette loi. Je pense que déjà demain matin, ces avocats vont recevoir de l'avocat général le dossier et ça va aller très vite. À mon sens, dans 1 an, il y aura encore une fois une crise électorale en Israël. Netanyahou est en route vers ce procès. Il fera tout pour y échapper. Il a peut-être encore des lapins à sortir de son chapeau, mais pour l'instant, c'est ça. Et ce n'est pas un élément qui a pu évoquer des choses chez les électeurs, que ce futur nouveau ancien Premier ministre soit possiblement condamnable? On peut dire que le résultat éclatant de Benny Gantz est sans doute le reflet de cette volonté des électeurs de dire « je ne voudrais pas un Premier ministre corrompu ». Mais il y en a énormément, donc 30 mandats Netanyahou a reçu de gens qui pensent que ce n'est pas important face au conflit israélo-palestinien, face à l'économie qui va très bien en fait. Donc ceux-là ont préféré un Premier ministre peut-être corrompu à un grand point d'interrogation avec Gantz et ils ont gagné la bataille. Précisément, ce conflit israélo-palestinien parfaitement absent de cette campagne électorale, si ce n'est cette promesse faite le week-end dernier par Benyamin Netanyahou, d'ailleurs en lien un peu avec ces affaires de corruption, disant qu'il était prêt à annexer les colonies juives de Cisjordanie, dont on le rappelle qu'elles sont illégales au regard du droit international. Est-ce qu'il a enterré, ce faisant, une solution à 2 États ou est-ce qu'il l'avait déjà fait ? Alors, on peut voir, d'après les réactions mitigées, presque inexistantes des Palestiniens, que pour eux, c'est un nouveau coup électoral de Netanyahou qui ne veut rien dire. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un tournant tragique de ce processus de paix. Mais de toute façon, ce processus est moribond, surtout par la personnalité de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et donc, c'est vrai que cette nouvelle élection en Israël laisse le projet de paix complètement figé, glacé même, mais c'est surtout à cause de ce nouveau président américain qui s'en moque complètement. Qui avait pourtant promis pendant la campagne sortir le meilleur plan de paix qu'on ait jamais vu de l'histoire. On n'a toujours pas vu, n'est-ce pas? On n'a toujours pas vu et ça continuera comme ça. Netanyahou va se concentrer sur des affaires intérieures, sur son procès, mais aussi sur sa coalition, sur toutes les promesses qu'il a faites à ses partenaires religieux. Et donc, le processus de paix va attendre encore longtemps. Mais vu d'ici, on a peut-être du mal à le comprendre. C'est peut-être une vision déformée de l'actualité israélienne. L'électorat israélien n'a que faire en ces temps de campagne du conflit israélo-palestinien. Elle est dans le déni ? Alors, c'est presque le contraire. C'est presque, en fait, un désespoir. À force d'années et d'années, ça fait maintenant, c'est 1977, la signature d'accords de paix avec l'Égypte, ça fait un bail, et je pense qu'on peut remarquer le record d'abstention parmi les Palestiniens d'Israël, comme ils s'aiment s'appeler, donc les Arabes israéliens. On assiste, je crois que 20% seulement sont allés aux urnes. Alors qu'ils pèsent, eux, 20% à peu près de l'électorat israélien. Alors qu'ils auraient pu, en fait, aider Gantz formellement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne sont pas allés voter pour Gantz? Ils sont au désespoir. Ils pensent que de toute façon,
ce projet de l'État d'Israël est raciste. Netanyahou leur a donné des preuves de cela pendant ce mandat. Et donc, ils ont dit, si c'est comme ça, je ne participe pas à ce jeu. Je reste chez moi. Ceux qui sont sortis ont voté sans doute pour la gauche israélienne, donc qui a fait la gauche à gauche des travaillistes. Ils ont fait un beau résultat grâce à ça. Mais pour le reste, ils ne participent pas à ce jeu démocratique. Ils sont contre. Et c'est donc un signe de ce désespoir qui est profond là-bas, comme d'ailleurs dans d'autres parties d'Israël. Les élections européennes de Valfond auront lieu dans un peu plus d'un mois ici en Europe. Quelle est l'Europe de Benjamin Netanyahou? C'est celle de Viktor Orban? C'est celle d'Emmanuel Macron? C'est sûr que cet homme qui est vraiment une énigme, il s'est trouvé placé à la tête d'une coalition de droite, on peut dire raciste, mais disons du moins populiste, qui concerne la Hongrie, peut-être même la Pologne, et aussi le Brésil, Donald Trump, donc tous ces nouveaux... De Jair Bolsonaro qui est venu le voir. Voilà, exactement, c'est ses amis. Il était grand copain avec Silvio Berlusconi, si on parle d'Europe, donc ça nous dit tout. Ce sont là ses amis, ce n'est pas du tout Merkel et Macron, c'est ses partenaires naturels. Il se sent très bien avec eux, il discute de choses à la fois politiques et personnelles. Et je pense que pour lui, donc, l'Europe qu'il voudrait, c'est cette Europe-là. Un mot de votre livre, enfin, Unité 8200 ou 8200 On peut dire les deux, mais 8200 est le vrai. C'est un thriller qui se passe entre la France et Israël, autour du meurtre d'un jeune Israélien et à propos des services de renseignement israéliens. D'ailleurs, le nom de cette unité, c'est celle dans laquelle vous avez été agent de renseignement. Il y a le portrait dans ce livre de Benjamin Netanyahou, que vous ne citez jamais, d'ailleurs, que vous appelez le Premier ministre. C'est un Premier ministre. Présenté comme un homme cupide et cynique, assez génial finalement dans sa capacité de survie. Je pense que c'est ça, cette énigme, parce que c'est un homme brillant, profondément intelligent, et d'un autre côté, d'un cynisme à toute épreuve. Et j'explique dans ce livre, je pense, que en fait, pour lui, tout est bruit extérieur face à sa mission. Et sa mission, c'est forcément le Grand Israël, la colonisation donc, de ces territoires palestiniens. Et donc, c'est avec cette brillance, avec ces coups de poker qui peuvent être géniaux, qu'il veut mener cette barque. Et le public, apparemment, lui fait confiance. Et c'est un peu ça. Et qu'il va ou qu'il a déjà dépassé le record de Ben Gurion. Et il va le faire si ça continue comme ça, s'il n'est pas mis en prison cette année. Il pourra effectivement devenir le plus long Premier ministre d'Israël. 13 ans. Merci beaucoup, Oda Valfond, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Unité 8200, donc, qui sort demain en France chez Liana Lévy. On a du mal à s'en défaire de ce livre. Merci encore. Merci. L'info continue juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.